En 48 heures, le Sahel a cessé d'attendre. Trois armées africaines, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ont lancé une frappe coordonnée d'une rapidité inédite. La guerre, jusque-là dictée par des puissances extérieures, a pris un tournant radical. Cette opération, qui a duré moins de 2 jours, a inversé des décennies de dépendance militaire. Ce moment crucial soulève une question profonde. Dans un monde où les autres parlaient pour eux, que reste-t-il lorsque les peuples décident enfin de parler pour eux-mêmes ? Ibrahim Traoré a choisi de ne pas être un héros solennel, mais un chef qui répond par l'action et le silence. Ibrahim Traoré, jeune leader burkinabé, s'est retrouvé à la tête d'une opération militaire qui allait non seulement changer le cours de la guerre au Sahel, mais aussi redéfinir la souveraineté de la région. En menant cette action avec des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il a prouvé qu'un continent pouvait se défendre sans l'aide de puissances extérieures. L'enjeu de cette opération n'était pas seulement militaire, mais moral. C'était une lutte pour la dignité, la sécurité et l'autonomie, et surtout pour l'avenir du Sahel. La victoire ne serait pas mesurée en termes de bataille gagnée, mais en jours gagnés sur la peur et la dépendance. En faisant le pari de l'autosuffisance, Traoré savait que l'espoir des populations résidait dans leur capacité à agir sans attendre la permission du monde extérieur. La promesse était simple, une région, souvent vue comme perdue, pouvait se relever et tracer son propre destin. Ce qui a commencé comme une étincelle furtive dans le désert s'est transformé en une opération militaire d'une rapidité et d'une précision étonnante. En seulement 48 heures, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont lancé une attaque coordonnée qui a bouleversé les rapports de force dans la région. La surprise et la rapidité de cette opération ont fait basculer un monde de dépendance en un monde d'autonomie. Mais ce n'est pas seulement la rapidité de l'attaque qui a choqué le monde, c'est la manière dont Ibrahim Traoré a orchestré chaque détail depuis le terrain, sans attendre d'ordre ou d'assistance extérieure. Il a pris la décision de faire face aux menaces en s'appuyant uniquement sur les forces africaines, en se libérant des tutelles militaires étrangères. Le premier mini-révélateur est venu quand les frappes ont été lancées sans l'ombre d'une coordination externe. Pas de satellites étrangers, mais des drones conçus localement et des réseaux cryptés créés par des ingénieurs sahéliens. Cela a montré que la guerre au Sahel n'était plus un terrain d'expérimentation pour les puissances extérieures, mais un espace d'action autonome. Les soldats, formés sur le terrain, ont déjoué les attentes en utilisant des technologies locales adaptées aux conditions du désert. Le décor, quant à lui, portait la fatigue de 50 ans d'intervention étrangère. À chaque tentative, la stabilité promise n'a jamais été concrétisée. Cette fois-ci, pourtant, les armes se sont faites entendre, mais c'est une autre forme de pouvoir qui s'est révélée. Un pouvoir qui venait de l'intérieur, non du dehors. Ibrahim Traoré, avec son profil atypique et son ascension fulgurante, est devenu le visage de cette révolution silencieuse. Contrairement à d'autres dirigeants militaires formés dans des académies étrangères, Traoré a forgé sa vision et ses compétences directement sur le terrain. C'est dans cette réalité, loin des manuels et des théories, qu'il a appris à voir au-delà des stratégies conventionnelles et à utiliser les ressources disponibles pour créer un impact immédiat. Dès le début de l'opération, il a su que chaque décision prise sur le terrain pourrait déterminer non seulement l'issue militaire, mais aussi l'image de l'Afrique. Son approche était claire. Il n'y avait plus de place pour la dépendance, et la solution devait venir de l'intérieur. Sous sa direction, les armées africaines ont non seulement repris le contrôle des territoires, mais ont également gagné la confiance de leur peuple. À Dori, à Gao et à Tillabéri, des villages qui étaient jadis des zones de guerre devenaient des symboles de résistance. Traoré savait qu'une guerre sans soutien extérieur ne serait pas seulement une bataille pour le terrain, mais aussi une bataille pour les cœurs et les esprits des Sahéliens. À chaque mouvement, les soldats n'étaient plus seulement des instruments militaires, mais des porteurs d'un message, celui de l'autosuffisance et de la souveraineté. Et à chaque victoire, même modeste, l'espoir se renforçait que ce modèle pourrait être la clé pour rompre définitivement avec le cycle des promesses non tenues.
L'opération militaire menée par Ibrahim Traoré n'a pas seulement été une démonstration de force, mais aussi une réponse précise et méthodique aux défis du Sahel. Dès le début, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont agi de manière coordonnée, utilisant des stratégies locales, pensées et adaptées aux spécificités de leur terrain. À 3h40, les premiers drones, conçus et codés par des ingénieurs locaux, ont survolé les dunes du désert. Leur mission: localiser les positions ennemies avec une précision chirurgicale. Les caméras thermiques des drones ont repéré des motos et des dépôts de carburant. Et immédiatement, les batteries du Burkina Faso ont ouvert le feu. La première salve a frappé les colonnes motorisées du JNIM, perturbant leur ligne de communication et affaiblissant leur mobilité. En quelques heures, les frappes se sont intensifiées et à midi, l'ennemi n'était plus qu'une silhouette perdue dans le chaos. Les frappes aériennes maliennes, guidées par des drones locaux, ont parachevé cette victoire décisive. En l'espace de 48 heures, les lignes ennemies avaient été brisées et les zones stratégiques étaient sous contrôle. Le secret de cette réussite résidait dans la coordination impeccable entre les trois armées, alors que les frappes aériennes désorientaient l'ennemi. Les unités au sol, soutenues par des réseaux cryptés créés par des jeunes de Bamako, se sont déplacés rapidement, reprenant village après village. Les soldats nigériens, équipés de blindés, ont avancé en formation serrée, couverts par un réseau de communication ultra sécurisé. Cette fluidité dans les échanges et la rapidité d'exécution ont permis à l'opération d'échapper à toute intervention étrangère. Plus important encore, les soldats se battaient non seulement pour leur pays, mais pour un avenir commun, un Sahel libre de l'ingérence extérieure. La victoire n'a pas seulement été militaire, elle a été politique, sociale et surtout symbolique. Ce n'était plus une guerre menée par des puissances étrangères, mais par les peuples du Sahel eux-mêmes, unis dans leur quête d'indépendance. Les observateurs internationaux ont été stupéfaits de la rapidité et avec laquelle la situation a évolué. Là où d'autres interventions internationales auraient duré des mois, la réponse sahélienne s'était accomplie en 2 jours avec des pertes civiles minimisées. Les données militaires collectées ont révélé une autre statistique impressionnante. Le taux de récupération des territoires libérés a été de 65% en moins d'1 semaine, contre seulement 12% dans les opérations internationales précédentes. Le coût logistique par kilomètre d'opération était également inférieur de 40% par rapport aux missions étrangères. Ces chiffres ont commencé à faire le tour du monde, changeant la perception du Sahel. Ce n'était plus un terrain de chaos, mais un modèle de résilience et d'autonomie. L'impact sur le moral des populations locales a été immédiat. Les réfugiés, qui avaient fui les zones de conflit, ont commencé à revenir, attirés par la sécurité retrouvée. À Ouagadougou, des familles ont réintégré leurs maisons, et les marchés, fermés depuis des années, ont repris vie. Cette transformation a été le témoin d'une victoire non seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le plan humain. Ibrahim Traoré, cependant, n'a pas cherché à capitaliser sur cette victoire. Il savait que la vraie bataille se jouait sur le long terme. Maintenir cette cohésion, cette unité et surtout cette autonomie nouvellement acquise. Dans une allocution sobre, il a simplement déclaré « Nous avons prouvé que l'Afrique peut se défendre seule ». L'épreuve tangible de la réussite de l'opération sahélienne ne se limitait pas à la prise de territoire ou à la mise en déroute des forces ennemies. Des chiffres clés ont rapidement émergé, fournissant une validation claire de l'efficacité de cette stratégie menée par Ibrahim Traoré et ses alliés. Le premier indicateur majeur fut la reprise du contrôle territorial. En moins d'1 semaine, 65% du corridor Tindiban-Arbinda, une zone stratégique de la région, a été sécurisé, contre seulement 12% dans le cadre des précédentes opérations étrangères. Ce chiffre était un témoignage direct de l'efficacité de la coordination entre les forces locales et de la rapidité avec laquelle elles avaient pu reprendre le terrain. En comparaison, les précédentes missions internationales avaient duré plusieurs mois, et les zones sécurisées étaient bien moins étendues. Le deuxième indicateur de succès fut la diminution du nombre de déplacés. Avant l'opération, les flux de réfugiés avaient atteint des niveaux alarmants, dépassant les 2,5 millions de personnes fuyant les zones de conflit.
Cependant, après la reprise des territoires, ce nombre a commencé à diminuer à un rythme impressionnant. En l'espace de quelques jours, les zones libérées ont vu une réduction de 8% par jour du nombre de déplacés. Cette statistique a été vérifiée par des observateurs indépendants et a confirmé que la population, une fois rassurée par la sécurité retrouvée, était prête à réintégrer les régions qu'elle avait dû fuir. Ce retour à la normale a été un indicateur de la résilience des communautés sahéliennes et de leur désir de reconstruire leur vie après des années de guerre. Enfin, le coût logistique de l'opération a également fourni une mesure de la nouvelle approche de l'autonomie du Sahel. Le coût par kilomètre d'opération était inférieur de 40% à celui des missions étrangères comparables. Cette économie de moyens a été rendue possible grâce à l'usage de technologies adaptées aux spécificités du terrain, telles que les drones conçus localement, et à la réduction des coûts liés à la logistique internationale. Ces données ont souligné non seulement l'efficacité militaire, mais aussi la capacité du Sahel à mener une guerre moderne sans dépendre des soutiens extérieurs. Ces chiffres ont été partagés dans les cercles militaires et diplomatiques internationaux, renforçant la légitimité du modèle sahélien. Ce n'était pas seulement une victoire militaire. C'était un message fort envoyé au monde. Le Sahel, une région longtemps perçue comme démunie, avait trouvé ses propres solutions, prouvant que l'autosuffisance était possible et que l'avenir du continent africain pourrait être façonné par ses propres mains. La réussite de cette opération, mesurée à travers ces indicateurs quantifiables, est désormais un modèle qui pourrait inspirer d'autres régions en quête de souveraineté et d'indépendance. Ibrahim Traoré et ses alliés n'ont pas seulement gagné la guerre, ils ont ouvert une voie nouvelle pour l'Afrique, une voie vers une autonomie durable. Le succès de l'opération militaire menée par Ibrahim Traoré et ses alliés sahéliens n'a pas été sans susciter des débats. D'un côté, certains analystes ont vu dans cette victoire un signe que l'Afrique pouvait effectivement se défendre seule, que les pays du Sahel étaient capables de prendre en main leur propre sécurité sans l'aide d'acteurs extérieurs. Pour eux, l'autosuffisance militaire était non seulement possible, mais désormais nécessaire. L'argument central de ce point de vue est que les solutions venues de l'extérieur, qu'il s'agisse de conseils militaires ou d'interventions directes, ont échoué à apporter des résultats durables. Au contraire, une réponse locale enracinée dans les réalités et les besoins spécifiques de la région est beaucoup plus efficace. Le modèle sahélien démontré par Ibrahim Traoré et ses alliés prouve que la coordination régionale et l'utilisation de technologies adaptées localement peuvent aboutir à des résultats supérieurs à ceux des interventions internationales. D'un autre côté, des sceptiques ont mis en avant plusieurs risques inhérents à ce modèle. Le premier de ces risques est la pression internationale. Malgré les succès évidents de l'opération, certains pays étrangers pourraient voir cette autonomie du Sahel comme une menace à leurs intérêts stratégiques, notamment en matière de sécurité et d'influence géopolitique. Des sanctions économiques, des pressions diplomatiques, voire des tentatives de déstabilisation sont des scénarios envisagés par ces analystes. Ils soulignent également que, bien que l'opération ait été une réussite, les ressources humaines et matérielles restent limitées dans la région et une dépendance partielle à l'extérieur pour certains équipements et technologies pourrait encore être nécessaire à long terme. Une autre critique émane des partisans du statu quo, qui estiment que la montée en puissance des forces sahéliennes pourrait entraîner des tensions internes. L'unité de l'Alliance du Sahel, bien qu'impressionnante, pourrait être fragilisée par des rivalités politiques ou ethniques à long terme. Ils pointent aussi le manque d'infrastructures et de ressources pour maintenir une telle autonomie sur le long terme, notamment en matière de soutien logistique et d'approvisionnement en armes et en équipements militaires. Néanmoins, il est difficile de nier que le modèle sahélien offre des preuves solides qu'une autre voie est possible. L'argument de l'autosuffisance appuyé par les résultats concrets sur le terrain est puissant. Mais les sceptiques ont raison de souligner que cette autonomie, aussi impressionnante soit-elle, n'est pas sans défi. Il faudra du temps pour consolider ces succès et éviter les pièges de l'isolement ou de l'épuisement des ressources. Le modèle sahélien pourrait, à terme, inspirer d'autres régions du monde, mais son avenir dépendra de la capacité à maintenir l'unité, à répondre aux défis économiques
et à éviter les pressions extérieures. Après les premières victoires, un changement de perspective s'opère. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solitaire, devient un symbole d'une nouvelle approche africaine de la souveraineté. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais une révolution idéologique, celle de l'autonomie en action. À mi-chemin de cette opération, l'Afrique a prouvé que son destin pouvait être écrit par ses propres mains. Cette révélation, qui se fait sentir dans la région, va au-delà du simple contrôle territorial. Elle touche la conscience collective. Le Sahel, souvent vu comme une zone perdue, devient un modèle de résilience et de gestion locale. Les retombées immédiates sont impressionnantes. Les réfugiés commencent à revenir, la vie reprend lentement dans les zones libérées, les premières écoles rouvrent leurs portes, les marchés réapparaissent. Ce n'est plus seulement la guerre contre les ennemis extérieurs qui occupe l'esprit des habitants, mais la reconstruction, le retour de la dignité. Ce moment marque un tournant. Ce qui semblait impensable, l'autosuffisance militaire et politique, devient une réalité vécue. Les pays du Sahel se sont réappropriés leur destin, et la scène internationale commence à prendre note. Les conséquences de cette opération militaire vont bien au-delà de la simple victoire sur le terrain. La dynamique qui a émergé du Sahel a commencé à résonner dans toute la région, avec des répercussions profondes et variées, tant sur le plan militaire que socio-économique. Le premier effet tangible a été la sécurisation rapide de vastes zones, jusqu'alors échappant à tout contrôle, ce qui a permis à des millions de personnes déplacées de commencer à revenir chez elles. Cette reprise de territoire, qui s'est opérée en quelques jours seulement, a brisé le mythe de l'incapacité des forces sahéliennes à défendre leurs propres frontières. Le taux de retour des réfugiés dans les zones sécurisées a été impressionnant, réduisant de manière significative le nombre de déplacés internes. Cela a non seulement soulagé les familles, mais a aussi revitalisé les économies locales. Les marchés ont rouvert, les réseaux d'approvisionnement ont été rétablis, et l'activité économique a repris à un rythme plus rapide que prévu. Le deuxième effet majeur a été la montée en puissance de l'autonomie régionale. Ce modèle de coordination entre les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger a démontré qu'un effort commun pouvait être plus efficace que l'ingérence étrangère. Le coût logistique par kilomètre a diminué de 40% par rapport aux opérations internationales comparables, prouvant que l'Afrique n'avait plus besoin d'un soutien extérieur pour mener à bien ses missions. La création de technologies locales adaptées au terrain, comme les drones conçus à Bamako, a été un facteur clé de cette réussite. Ces innovations ont montré que les ressources internes, quand elles sont bien utilisées, peuvent surpasser celles fournies par des pays étrangers. Mais les conséquences ne sont pas seulement militaires. Sur le plan politique, cette victoire a renforcé le sentiment de fierté nationale et régionale. L'Alliance du Sahel a émergé comme un exemple d'unité régionale face aux défis communs. Des initiatives de coopération ont vu le jour, non seulement pour assurer la sécurité, mais aussi pour renforcer les infrastructures communes, comme les réseaux énergétiques et numériques entre les trois pays. Ce modèle d'intégration régionale commence à se propager à d'autres parties du continent, avec plusieurs pays voisins qui envisagent d'adopter une approche similaire pour résoudre leurs propres problèmes de sécurité et de développement. En revanche, les pays occidentaux et d'autres puissances extérieures ont eu des réactions partagées. Certains ont salué la réussite du Sahel, reconnaissant que la région pouvait désormais se défendre seule. Mais d'autres se sont inquiétés de cette montée en puissance sahélienne, craignant que cela ne diminue leur influence dans la région. Ces inquiétudes ont conduit certains analystes à prédire une intensification des pressions économiques et diplomatiques sur les pays sahéliens, qui pourraient être confrontés à des sanctions ou à des tentatives de déstabilisation. Cependant, malgré ces défis, la capacité des pays du Sahel à maintenir l'unité et à poursuivre leur voie d'indépendance semble se renforcer. Cette opération militaire n'a pas seulement réécrit les règles de la guerre au Sahel, elle a redéfini ce que signifie la souveraineté pour un continent tout entier. Si cette victoire est un tournant dans la lutte contre le terrorisme et la violence dans la région, elle est aussi un symbole de ce qui peut être accompli lorsque des nations prennent leur destin en main, refusant d'attendre des solutions imposées de l'extérieur. Le Sahel ne se contente plus d'être une région vulnérable, il devient un acteur du changement et un exemple de résilience et de détermination. L'avenir du Sahel, après cette victoire,
pourrait prendre plusieurs directions, chacune avec ses défis et ses opportunités. Le scénario de base, celui de la consolidation prudente, semble le plus probable. Dans ce cadre, les États membres de l'Alliance du Sahel continueraient à mutualiser leurs ressources militaires tout en cherchant à stabiliser la région sur le long terme. Cependant, les tensions internes, dues à des rivalités politiques et ethniques, pourraient ralentir la mise en place de réformes structurelles. Les efforts de reconstruction seraient sans doute freinés par un manque chronique de ressources et la pression extérieure, notamment sous forme de sanctions économiques ou de tentatives d'ingérence diplomatique, pourrait également entraver la transition. Dans ce scénario, le Sahel serait stable mais fragilisé et devrait compter sur sa solidarité régionale pour surmonter ces défis. Le scénario optimiste présente une vision plus ambitieuse. Dans cette hypothèse, les succès de l'opération Tindiban inspireraient d'autres régions du continent qui chercheraient à adopter le modèle sahélien d'autosuffisance et de coopération régionale. Les jeunes officiers formés dans le cadre de l'Alliance du Sahel diffuseraient leur doctrine dans d'autres pays africains et une véritable coopération panafricaine émergerait dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et du développement. L'intégration régionale se renforcerait et les pays du Sahel, soutenus par une économie revitalisée et une meilleure gestion des ressources locales, pourraient transformer cette victoire militaire en un projet politique et économique durable. Ce scénario offrirait un Sahel plus stable, capable de rivaliser avec d'autres blocs régionaux sur le plan économique et politique. Le scénario critique, bien qu'il semble moins probable, ne doit pas être ignoré. Il envisage une fracture politique qui pourrait survenir sous l'effet de sanctions internationales, de divergences internes ou d'influences extérieures. Si l'unité de l'Alliance venait à se fissurer, des rivalités entre les États membres pourraient émerger, menaçant la stabilité de la région. Le manque de ressources et de soutien externe pourrait entraîner une régression économique et la montée de l'isolationnisme pourrait empêcher le Sahel de développer une véritable autonomie. Dans ce scénario, les pays du Sahel seraient confrontés à une pression croissante pour renouer des relations avec des partenaires étrangers, risquant ainsi de revivre la dépendance qu'ils ont cherché à éliminer. Ces trois scénarios présentent des trajectoires différentes pour l'avenir du Sahel, mais tous dépendent de la capacité des nations de la région à maintenir l'unité et à construire un avenir basé sur leur propre résilience. Les 6 à 12 mois à venir seront décisifs, car ils détermineront si cette victoire militaire peut se transformer en un modèle de stabilité durable ou si les défis internes et externes freineront ce progrès. L'opération du Sahel n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une leçon profonde sur la capacité de résilience humaine et la force du collectif. Le monde, qui a longtemps vu la région comme un terrain de chaos et de dépendance, commence à voir émerger une nouvelle réalité. Les pays du Sahel, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ont non seulement réussi à prendre leur destin en main, mais ils ont prouvé qu'il est possible de se relever même après des décennies de guerre et de misère. Ce changement n'est pas une simple victoire sur les champs de bataille. Il s'agit d'un changement de paradigme, où la souveraineté est définie par l'action collective et l'autosuffisance, et non par l'aide étrangère. Ce succès envoie un message fort aux peuples du Sahel, mais aussi à ceux du monde entier. L'autonomie est possible, même dans les contextes les plus difficiles. À chaque village qui reprend vie, à chaque famille qui retourne chez elle, une nouvelle page de l'histoire est écrite. L'influence du Sahel pourrait aller bien au-delà de ses frontières, inspirant d'autres régions confrontées à des défis similaires à adopter des stratégies locales adaptées et résilientes. Ce n'est pas seulement un retour à la stabilité, mais un acte fondateur pour une Afrique qui se relève ensemble. Cette victoire n'est pas uniquement une question de territoire ou de ressources. Elle touche à la dignité des peuples qui, enfin, se redécouvrent. Le modèle du Sahel pourrait offrir une nouvelle voie pour d'autres régions du monde où la dépendance et l'intervention extérieure ont échoué. Si cette transformation s'avère durable, elle pourrait marquer un tournant historique pour tout le continent africain. Le chemin vers un Sahel véritablement autonome passe par plusieurs étapes cruciales, chacune construisant sur la victoire militaire pour instaurer une stabilité à long terme. Premièrement, il est essentiel de renforcer les capacités militaires locales en formant davantage de soldats et d'officiers qui partagent la même vision de souveraineté et de coopération régionale.
L'Alliance du Sahel devra créer des centres de formation militaire interrégionaux pour assurer une standardisation des pratiques et une meilleure coordination entre les armées. Cette infrastructure de formation sera la clé pour garantir la pérennité du modèle. Deuxièmement, la reconstruction économique doit être une priorité. Les pays du Sahel doivent mettre en place des politiques de développement durable, axées sur la revitalisation des infrastructures locales et l'agriculture. Les anciennes zones de conflit doivent être converties en zones agricoles et les initiatives locales doivent être soutenues par des financements régionaux plutôt qu'étrangers. Un programme d'agriculture durable et de développement des industries locales, soutenu par des technologies adaptées, pourrait permettre à la région de devenir autosuffisante et même d'exporter ses produits. Troisièmement, un travail de réconciliation et de consolidation de la paix doit être entrepris. Les communautés locales, souvent divisées par des années de conflits, doivent trouver un terrain d'entente pour reconstruire une société pacifique. Les initiatives de dialogue intercommunautaire dirigées par les autorités locales et soutenues par l'Alliance seront essentielles pour prévenir de futures tensions et garantir une stabilité à long terme. Enfin, une coopération régionale renforcée est indispensable. Le Sahel doit élargir l'Alliance à d'autres pays voisins et créer un réseau panafricain de sécurité, d'échanges commerciaux et d'infrastructures. Une telle coopération pourrait transformer la région en un modèle d'intégration régionale avec un impact positif sur toute l'Afrique. À la fin de cette opération, Ibrahim Traoré ne cherche pas à se présenter comme un héros, mais plutôt comme un chef qui a répondu à l'appel du Sahel. Le véritable tournant de cette histoire ne réside pas dans la bataille remportée, mais dans la manière dont une région longtemps perçue comme perdue a trouvé la force de se redéfinir. Le désert s'est souvenu de son nom, disait une vieille femme de Harbinda, et ce simple constat résume parfaitement l'essence de cette victoire. Il ne s'agit pas seulement d'une reconquête territoriale, mais d'un retour à une identité perdue, à une dignité retrouvée. Les familles qui ont retrouvé leur maison, les enfants qui retournent à l'école et les marchés qui renaissent symbolisent la résilience du peuple sahélien. Ibrahim Traoré a permis à la région de se relever, mais c'est le peuple lui-même qui continue de marcher, chaque jour, vers un avenir plus prometteur. La guerre pour lui n'était qu'un moyen de rétablir la paix et la souveraineté, mais c'est la reconstruction, tant physique que sociale, qui marque véritablement le début d'une ère nouvelle. L'histoire du Sahel ne se limite pas à celle d'un territoire libéré, mais à celle d'un peuple qui a choisi de se lever. L'Afrique, après des décennies d'attente et d'interventions étrangères, a prouvé qu'elle pouvait écrire son propre destin. Cette victoire n'est pas la fin, mais le début d'un long chemin. Si cette histoire vous touche, partagez-la, car elle porte une promesse, celle que chaque région, chaque peuple, même face à des défis immenses, peut retrouver sa force intérieure. L'avenir du Sahel se construit aujourd'hui, mais il est aussi le reflet de ce que chaque individu, chaque communauté, peut accomplir lorsqu'il se dresse pour son propre avenir. Le Sahel, aujourd'hui, n'attend plus. Il agit. Et peut-être à travers cette transformation, d'autres régions du monde trouveront leur propre voie sans autorisation ni attente. Si cette victoire résonne en vous, répétez cette vérité. Chaque terre oubliée peut se souvenir de sa valeur. L'Afrique se défend, non pour impressionner le monde, mais parce que personne d'autre ne le fera à sa place.